À peu près aussi connu que l'oncle Ben, son haut de forme et sa barbichette le rendent reconnaissable entre mille, nous allons parler aujourd'hui de l'oncle Sam. La question que l'on va se poser est pourquoi et comment l'oncle Sam est-il devenu une allégorie des États-Unis? Ah oui, parce que ça là, ça compte pas, clairement. Pour bien débuter cette explication, nous allons commencer par expliquer ce que c'est qu'une allégorie. En fait, c'est assez simple. L'allégorie consiste simplement à définir par quelque chose de concret une idée abstraite. Comme par exemple, la faucheuse est une allégorie de la mort. Bon, comme vous y attendez tous, tout le monde n'est pas d'accord sur l'origine du personnage de l'oncle Sam. La théorie la plus communément acceptée relate que le nom d'oncle Sam viendrait d'un boucher basé à Troy. Je ne sais pas comment on le prononce, en tout cas ça n'a rien à voir avec l'enfeuse, je vous assure. Belle promotion que de passer de boucher à allégorie des États-Unis, quand même, n'est-ce pas? Bon, pour la petite histoire, lorsque la Seconde Guerre d'indépendance éclate entre les États-Unis et l'Empire britannique en 1812, Sam Wilson obtient un contrat avec l'US Army dont il devient le fournisseur officiel de viande. Bien évidemment, les repas tenaient plus du corned beef ou du spam, une marque de viande pré-cuite, que du gigot de 7 heures cuisiné par mamie. Mais bon, on peut supposer qu'entre deux charges d'infanterie, les soldats étaient contents de pouvoir se caler la dent creuse avec ce qu'ils avaient et ne faisaient pas les exigeants. Les barils dans lesquels était transportée la viande étaient propriété du gouvernement et portaient donc les initiales US, pour United States, hein. N'allez pas chercher plus loin pour l'instant. La légende veut qu'un jour, un des soldats, plaisantant, ait fait le rapprochement entre les initiales US et Uncle Sam, le surnom de Sam Wilson. Bon, faut les comprendre, hein. Eh les gars, y'a Oncle Sam qui régale ce midi, ça a quand même un petit peu plus de gueule que oh putain, la même bouffe infâme qui a moisi dans les tonneaux de merde de l'armée. Alors de même que pour le charbon écossais, l'histoire est belle certes, mais aucune preuve historique ne vient la corroborer. Aucune chronique de la Seconde Guerre d'indépendance ne mentionne cette anecdote. Il y a donc de fortes chances pour qu'elle ne soit qu'une légende, bien que l'arrière-arrière-arrière petit-neveu de Sam Wilson ait confirmé l'anecdote. Mais bon, qui aurait confiance en un arrière-arrière-arrière petit-neveu? Ils sont pas fiables ces gens-là. Il est en revanche certain que l'oncle Sam fait son apparition dans la presse dès 1813. À cette époque, il fallait un symbole fort pour faire face à John Bull, l'allégorie de l'Empire britannique. Il existait bien à l'époque Frère Jonathan, emblème de la Nouvelle-Angleterre, mais sa personnalité et son enracinement n'étaient pas assez forts pour qu'il puisse personnifier la nation entière des États-Unis. Les deux personnages vont coexister et énormément changer d'apparence jusque dans les années 1860. En 1861, la guerre de sécession éclate, opposant l'Union dirigée par Abraham Lincoln d'un côté à la Confédération de Jefferson Davis de l'autre. L'oncle Sam et frère Jonathan ont alors une version du Nord et une version du Sud, mais ils sont temporairement éclipsés par Billy Yank et Johnny Reb, les nouvelles allégories de l'Union et de la Confédération. Bon, ça commence à faire un peu trop de monde là, on va faire du ménage. Allez, tout le monde se barre, je ne veux voir plus personne. Voilà, c'est mieux. Bon, en fait, Billy Yank et Johnny Reb disparaissent assez vite à la fin de la guerre, en fait, ce qui semble logique puisque les camps n'ont plus besoin de ces allégories. Au début des années 1860, les deux personnages, frère Jonathan et l'oncle Sam, sont régulièrement représentés dans les cartoons. On peut d'ailleurs remarquer que l'on retrouve dans l'apparence de frère Jonathan beaucoup de traits que l'on associe aujourd'hui à l'oncle Sam, tel le haut de forme ou le pantalon rayé. Mais rapidement, l'oncle Sam devient un véritable symbole des États-Unis au détriment de frère Jonathan. Il symbolise l'unité et l'égalité de la nation, comme on peut le voir sur ce dessin représentant la table de Thanksgiving de l'oncle Sam, et qui rassemble toutes les ethnies des États-Unis de l'époque. Peu à peu, l'apparence de l'oncle change jusqu'à devenir celle que nous connaissons aujourd'hui par le biais de l'affiche de propagande la plus célèbre de tous les temps. Oui, mesdames et messieurs, j'ose le dire, l'affiche de propagande la plus célèbre de tous les temps. Tiens, pour information, cette affiche est la première qui sort lorsqu'on tape propagande sur Google, avant même les affiches de propagande du Parti communiste russe. C'est pour dire. Bref, je m'égare un petit peu. Reprenons. L'affiche qui a ancré Oncle Sam dans notre imaginaire collectif a été dessinée en 1917 par James Montgomery Flagg, qui s'est très largement inspiré d'une affiche britannique de 1914. Bon, juste à titre de comparaison. L'affiche la plus connue de tous les temps. Putain, t'en as pas marre de faire des conneries, t'as juste à afficher la bonne image. Allez, on recommence. Je disais donc l'affiche la plus connue de tous les temps. Et l'original. Il y a un artiste qui s'est quand même un peu plus fait chier le cul que l'autre, hein. On est d'accord.
Comme on peut le voir, l'aspect de l'oncle Sam n'a pas réellement changé depuis lors. La barbichette, le haut de forme, la veste en queue de pie et le pantalon rayé aux couleurs du drapeau américain perdurent même aujourd'hui. Ces traits ne sont bien sûr pas sans rappeler ceux d'Abraham Lincoln et cela n'a rien à voir avec le hasard. Bien évidemment, l'emblème qu'est l'oncle Sam a aujourd'hui un peu perdu de sa superbe et de sa grandeur. Mais il reste ancré dans notre esprit comme allégorie des États-Unis, bien qu'il représente plus l'administration que le pays lui-même. Et la France, me direz-vous, est-ce que nous sommes connus comme le pays de Marianne à l'étranger? Il semblerait que non. La plupart des étrangers semblent soutenir que la France n'est appelée autre que la France à l'étranger. Même si je les soupçonne secrètement de la surnommer le pays de la baguette et du camembert. Pourtant, le personnage est tout aussi célèbre, fort et représentatif. Et puis boum, ce bordel! Pour l'anecdote, les États-Unis ont eu eux aussi leur Marianne. Lady Columbia a fait un temps concurrence à l'oncle Sam, puisque pour la Première Guerre mondiale, elle avait elle aussi sa propre affiche de propagande. On retrouve d'ailleurs un peu de Marianne avec la robe et le bonnet phrygien. Mais elle ne pouvait pas l'emporter sur le vieux barbu. Tout était joué d'avance. Vous avez compris pourquoi, je suppose. Où sont les boobs? Bon, ceci dit, si seuls les boobs comptaient, on aurait eu Clara Morgan, Novidi ou Brigitte Lay comme emblème de la République. Faut avouer que c'est pas terrible dans les écoles quand même. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et puis abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Sinon je continue à chanter faux.